je suis absolument ravi de vous voir ici ce soir, les passionnés du judo, les amis, mesdames et messieurs. C'est effectivement la passion du judo qui nous anime et qui nous réunit aujourd'hui. Qui nous réunit donc parce que cette passion du judo comporte aussi des valeurs, j'allais dire morales, des valeurs sociales et éducatives qui nous permettent, dans certains moments, quand l'adversité est trop forte, eh bien d'aller puiser dans ces valeurs pour surmonter ces difficultés, qui nous permettent également d'ambitionner, de faire des beaux projets et de savoir payer le prix pour les atteindre. C'est quand même pas mal. Certains regardent aussi derrière les étoiles, il en est beaucoup question aujourd'hui, et donc les atteignent. Si j'avais un mantra, je dirais, c'est pas moi qui l'ai dit, mais bon, je prends cette phrase, travaille sur toi-même et deviens ce que tu es. Erasme ou Nietzsche, ils peuvent plus se disputer. Je me tourne vers l'anthropologue parce que c'est lui qui m'a soufflé ça. C'est lui qui m'a soufflé ça. On a un peu préparé notre truc. J'ai envie de lui poser une question. Qu'est-ce qu'un anthropologue ? Tout d'abord, cher Mathieu, je voudrais vous dire l'honneur que j'ai de me trouver ici devant cette si noble assemblée. L'anthropologue, c'est un passionné de l'humain. C'est quelqu'un qui étudie les sociétés sur le long terme et qui essaye de révéler les motifs cachés de nos actions et surtout qui souligne, et c'est très important, la dimension symbolique de l'être humain. Mais Mathieu, pourquoi Clarisse ? Avant de répondre à cette question, je manque à tous mes devoirs. Abdou Gnaba, c'est l'émotion, j'ai oublié de le présenter. Docteur en anthropologie, diplômé de l'université de Strasbourg. Sorbonne. Et de la Paris. Paris. Propre à Strasbourg. Pourtant, je vous garantis, j'avais étudié mes fiches. Pourquoi Clarisse ? Parce que c'est un phénomène. Et je regarde ses parents quand je m'exprime, et ils savent à quel point, dans mes propos, la qualification est bienveillante. C'est une personnalité hors norme, qui sait ce que c'est que payer le prix pour atteindre ses objectifs. C'est une championne dont je dévoilerai le palmarès plus tard. Et c'est surtout quelqu'un qui, à la fin de son combat, je parle de la victoire aux Jeux Olympiques récentes, prend son adversaire dans ses bras et la surélève. Et alors là, excusez-moi, ça représente exactement l'éthique que nous voulons mettre en valeur ici. Et moi, j'ai une question pour vous, monsieur l'anthropologue. Miroir, miroir, qui sommes-nous, nous, les membres du Cercle international des Saint-Jean-Marie ? Les membres du Cercle international sont l'expression de l'excellence de cette culture qui s'appelle le judo. Et si le judo intéresse l'anthropologue, voire le fascine, c'est parce que le judoka est l'expression de ces valeurs en acte, ces valeurs humanistes. Puisque Erasme nous rappelle qu'on ne n'est pas humain, on le devient. Le judo, c'est 3 dimensions. L'homme avec l'homme, donc l'humain avec lui-même, l'humain avec les autres et l'humain avec le monde. L'humain avec lui-même, on est seul sur le tatami. C'est les champions qui combattent. Mais ils ne combattent pas l'autre, ils se sont combattus eux-mêmes. Car le judoka est celui qui travaille au dojo. Et le dojo, c'est la maison de la voie. La voie, c'est la vocation. Et cette vocation, c'est justement de faire son chemin, de maîtriser ses passions et d'avancer sur son propre parcours. Mais il est aussi, le judoka, en lien avec l'autre, puisque le cas du judoka, c'est la famille, c'est la communauté. On salue le tatami, puisqu'il est sacré. On salue son adversaire, on salue les arbitres qui représentent la règle. Et c'est le 3e point des judokas. Cette règle, c'est ce qui va représenter le monde. Car la règle au judo, qui n'est pas un sport de combat, mais un art martial, c'est quelque chose qui s'interprète. Et ça s'interprète parce que ça représente un esprit. La règle au judo, c'est pas ce qui limite, c'est ce qui vous permet de vous ouvrir à quelque chose de plus grand que vous. Vous avez travaillé sur vous-même, vous avez travaillé avec les autres, et alors vous appartenez à quelque chose de plus grand que vous. Le judoka, il ne gagne pas contre, il gagne pour, il ne cherche pas à avoir plus, mais à être meilleur. Le judo,
c'est un art et c'est une culture d'élévation, car si on éduque un chien, on élève un humain. Et le judo nous élève. Cette histoire de chemin, justement, ces rituels qu'étudie l'anthropologue et qu'il retrouve dans le judo, nous donne espoir. Dans un monde hyper individualisé, où même les sports collectifs que l'on connaît tous et que l'on ne nommera pas, chacun ne représente même plus son club, mais sa propre marque, voilà tout d'un coup que ce sport, qui est un art, nous rappelle qu'on appartient forcément à une communauté, et une communauté qui nous tend vers quelque chose de plus grand, qui va humaniser. Il y a quelque chose qui me surprend, moi, c'est que les judokas français excellent sur un code éthique et un art martial qui nous vient du Japon. Voilà que la France excelle sur une culture interne qui nous vient de très loin. Exactement comme nous avons l'escrime, ils ont le judo. Ils ont la mythologie des samouraïs, nous avons la mythologie des chevaliers. Y aurait-il quelque chose d'universel dans ces arts martiaux qui permettent aux enfants de la République d'accéder facilement à quelque chose qui n'est pas juste individuel, mais qui représente quelque chose de plus grand. L'idée dans ce judo, justement, c'est de réconcilier le monde dans lequel on est tous. L'hyper-individualisation, moi, et le besoin d'appartenance. Alors vous allez me dire, oui, mais les communautés Facebook et autres réseaux sociaux, on se met quand même en scène. Oui, vous avez raison. On a envie d'être au centre de sa communauté. Mais on a quand même besoin de sa communauté. Donc en même temps, je me prends en photo tout le temps, mais j'ai besoin de compter des likes. Donc je suis pris entre cette double injonction de je veux devoir exister pour moi-même, faire la différence, exactement comme si j'étais ma propre marque, et être sûr que je vais pouvoir appartenir à une communauté. Qu'est-ce qu'il manque là ? Et pourquoi le judo réconcilie cette tension contemporaine ? Parce qu'il nous permet, grâce à la règle, grâce à un troisième point, grâce à une mise en perspective, de se débarrasser de soi-même en tant qu'objet, en tant que produit de consommation, et d'aspirer à une philosophie. Osons le mot, une philosophie. Et voilà qu'on nous l'a rappelé, notre hôte nous l'a rappelé. Ils étaient 7 il y a quelques années, ils sont 500 aujourd'hui, et le code moral du judo l'a porté, c'est son secret. Ce secret-là, ça s'appelle l'esprit. L'esprit, tout simplement. Prenez un judoka, c'est un corps travaillé, résistant, le corpus. C'est une culture, la culture c'est une façon de faire, c'est un art, on l'a dit, l'animus. L'animus c'est ce qui anime. Corpus, animus, il vous manque un mot qui vous vient forcément à l'esprit, le spiritus, justement. Je ne dis pas se dépasser, parce qu'à force de se dépasser, on finira par plus se trouver. Je dis juste s'élever. Corpus, animus et spiritus, quand ces trois valeurs sont alignées, alors le corps ne souffre plus, la culture est complètement intégrée, et l'esprit nous permet d'éclairer un certain chemin. Je n'oublie jamais, en tant qu'ethnologue et anthropologue, que le judo est une philosophie en action. Et c'est l'expression d'une culture japonaise qui trouve un terrain fabuleux, merveilleux, dans l'esprit des citoyens français. Donc cette culture japonaise, donc exposée par Abdou, merci infiniment, n'a pas été incarnée uniquement par le judo, il a été incarné par les arts martiaux en général. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il y a eu tout récemment une conférence, une exposition sur les arts martiaux, il y a quelques jours. Donc on y voyait donc tous les arts martiaux qui existent et qui sont toutes de tradition un peu bouddhiste quand même. Et c'est vrai que c'est un peu ça que bon, on pourra échanger là-dessus après, mais c'est ce qui permet aussi d'Animus de faire ce lien spirituel. Il y a également l'obligation de se défendre. Je pense au Japon, je pense à la Chine, qui a dû, donc au temple de Shaolin, apprendre aux moines à combattre pour se défendre. Donc avec le kung-fu, qui était au départ un art qui était plus physique, médical qu'autre chose, et qui est devenu un art martial, un art de combat, avec ou sans armes d'ailleurs,
Effectivement, le judo a une tradition donc différente, puisque c'est une tradition de préhension, et les autres arts martiaux en règle générale, et le karaté et le kung-fu en particulier, sont des sens plus impactantes, si je puis dire, au sens physique. Il y a une notion que l'on travaille beaucoup aujourd'hui dans notre société, c'est celle de progrès. En disant le progrès a-t-il encore un avenir? On se rend compte qu'il a complètement disparu des discours entre 2012 et en 2007, tous les candidats à la présidentielle le citaient, en 2012 quasiment plus, aujourd'hui on ne sait plus où il est. Et la question du progrès nous ramène à un triptyque. L'anthropologue pense en triptyque, c'est plus simple, ça veut pas dire que c'est le réel, mais c'est plus simple pour le placer. Il faut d'abord se protéger, tu l'as rappelé Mathieu, les arts martiaux sont d'abord faits pour se protéger, pour apprendre, et l'humain il fait comme ça. Si tu n'es pas sûr de revoir ta famille le lendemain, que tu as peur d'un tremblement de terre ou de perdre ton boulot, il est très difficile de passer à la seconde étape, qui est celle de se projeter. D'abord tu sécurises, et ensuite tu peux te faire une image et aller vers cette image. Mais il manque un troisième point. À quoi sert d'être comme un alpiniste, de planter ton piolet, avancer, sécuriser, si ce n'est pas pour atteindre le haut de la montagne et donc progresser. Et c'est ce qu'apprend le judo, puisqu'on progresse à chaque fois, pas forcément physiquement, mais je suis sûr que vous tous qui êtes des experts, des ceintures noires, il vous est arrivé de ne pas vous entraîner et d'avoir intégré, d'avoir finalement progressé. Et si Clarisse est un exemple fabuleux pour nous, c'est parce qu'elle est la preuve de ce progrès et donc cette réassurance dans ce que l'humain peut construire. Mais pourquoi? Parce qu'elle met le doigt sur ce que l'on ne sait plus vraiment faire, se projeter. Or, si on ne sait pas se projeter, parce qu'on a perdu la capacité d'imagination, parce qu'on a perdu le rêve que l'on confond avec l'erreur et l'errance, eh bien, on revient sur la sécurité. Donc, si je ne sais pas où je vais toujours essayer de me rappeler d'où je viens. Et voilà comment les problématiques sécuritaires nous empêchent de penser le progrès, puisqu'ils nous interdisent de nous projeter. Bien. On pourrait peut-être faire un point, Emmanuel, sur le cercle, c'est peut-être l'occasion, le cercle international des ceintures noires, d'expliquer donc qui nous sommes, donc une association qui a pour vocation de mettre en valeur les valeurs du judo, avec des piliers, comme moyen. Le pilier, c'est donc les valeurs du judo. Les moyens, c'est donc la réunion des excellences. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en vous réunissant. Et puis l'idéal, c'est le partage. L'idéal, c'est le partage. On me fait un signe indiquant que Clarisse est là, mais ça nous a permis de vous indiquer ce que nous sommes. J'avais pour mission de ne pas parler de cela, mais bon. la situation l'exige. Voilà, donc le Cercle international des ceintures noires est ravi de vous accueillir ici aujourd'hui et tout autant ravi de faire entrer à présent donc l'héroïne de la soirée, si elle veut bien être la première. On va applaudir, chez nous. comme ça elle va venir. Yeah! Je vais décliner son palmarès à nouveau. Donc championne de France X fois, championne d'Europe 5 fois. Ben, pendant ce temps-là, le micro ne marche pas, monsieur. Il marchera au terme de ce processus-là. C'est lui qu'il faut viser. Je disais donc, quintuple championne du monde, déclarée championne des champions, il doit marcher maintenant, par le magazine L'Équipe à 2 reprises. Donc admise en qualité de chevalier de la Légion d'honneur depuis cette année. Double championne olympique à 2 jours d'intervalle. Je crois qu'on peut de nouveau l'applaudir. Est-ce que... D'abord, comment te sens-tu ? Tu veux vraiment savoir la vérité ou... Oui, la vérité. Là, on est entre amis.
Épuisée. C'est filmé. Hein. Épuisée. Et est-ce que, mais c'était la question suivante, est-ce que tu as récupéré moralement de cette période hantée, donc avant et après? Parce que, je veux dire, c'est vrai qu'on sait la difficulté que tu as rencontrée, le doute qui s'est emparé de toi et de tous les aficionados du judo. On ne savait pas si les Jeux Olympiques allaient avoir lieu. Alors, est-ce que ça, tu as réussi à faire le point là-dessus? Alors, c'est vrai que j'ai pas eu trop de temps de réflexion. Je mène je veux même pas dire double vie, mais je vais dire 100 vies en même temps. Mais au moins, ça me permet de pouvoir aussi faire des choses dont j'ai envie, de voir d'autres horizons, de voir d'autres personnes, de me remettre en question. Donc oui, je me remets beaucoup en question. Je me suis beaucoup remise en question avec cette année en plus, cette année en trop, je dirais, même, parce que ça n'a pas été facile du tout. Tu as eu peur avant le jeu? C'est pas que j'ai eu peur, enfin, c'est même au-delà d'une peur, c'est un moment compliqué, un moment sombre, un moment où on se pose pas mal de questions, un moment où on remet même tout en question, où c'est pas simple du tout. Et je vous avoue que ça a été un long processus, un petit peu de sortir de sortir de se dire est-ce que je vais réussir à outrepasser ces moments-là, de sortir d'un moment très difficile. Et je pense que pas mal de personnes, même vous, les chefs d'entreprise, vous avez des projets qui voulaient éclore et qui n'ont pas pu, de rester peut-être enfermés, où on n'a pas l'habitude, on n'est pas fait pour rester enfermé, hein, je vous l'avoue. Maintenant, c'est vrai qu'on bouge beaucoup, qu'on voyage aussi beaucoup, qu'on fait beaucoup de stages et de compétitions. Et le fait de rester enfermé, de pas avoir juste, de pas se sentir, de toucher son propre programme, et qu'en fait il y a quelque chose qui nous décline un peu tout et qui nous dit bon bah là, tu vas rester chez toi, tu vas rien faire et peut-être que rien ne va se passer. Et en fait, le fait d'être sportif de haut niveau, où on a l'habitude d'aller chercher ses propres objectifs, mais là tout s'est arrêté, on ne savait pas où on allait aller. Donc ça a été très difficile. Maintenant, il y a une chose dont je suis fière, c'est d'être sortie un petit peu de ce trou noir et d'avoir outrepassé, peut-être d'avoir été la meilleure version de moi-même pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ça me mène tout droit vers une question qui me permet de faire un clin d'œil. Attendez, monsieur, je sais que vous avez envie de parler. Non, il fonctionne. Ah, il fonctionne. Non, il ne fonctionne pas. Vous entendez là? Oui. Alors, pour faire un clin d'œil à une personne qui vient de nous quitter, comment est-ce que tu vis aujourd'hui cette nouvelle qualité d'être un peu l'as des as? Et donc, est-ce que tu as toujours autant de soif de vaincre? Est-ce que cette soif de vaincre est toujours chevillée à tes jolies chevilles? Alors, moi, je pense que je suis née combattante, compétitrice. Pour tout, je me battrais. Je me battrais en fait pour des choses qui me donneront du sens et me prendront à cœur. Quand il y a quelque chose dont j'ai envie et que je veux, je fais tout pour l'avoir. Donc, toujours un petit peu d'appétit pour la compétition, même comme Alexandre qui voyait, là je parle d'Alexandre, pas mon fils, hein, Alexandre le grand, qui voyait donc toutes ces victoires accomplies, il arrive, à un moment donné, il avait une vertige. Ce vertige-là, non. Il viendra, le vertige vient toujours, mais grande gourmande comme je suis, il me reste plus que 3 ans et après je pourrai avoir le vertige. Qu'est-ce que cela vous inspire, Abdou? Qu'est-ce que cela t'inspire, le fait d'avoir une super prématurée, devenue une super héroïne du sport? J'ai lu votre livre, j'ai adoré. Il est d'une simplicité, d'une honnêteté, d'une authenticité et d'une puissance qui vous représente bien. Et j'étais marqué par cette histoire et je suis très touché, très ému de voir vos parents ici. Parce que vous êtes, comme vous l'écrivez, un enfant de l'amour et surtout un enfant de l'espoir. Alors je me dis, vous savez, je suis donc anthropologue et on étudie, c'est pour ça que j'adore le judo, des rituels, les signes, tout ce qu'on fait justement pour représenter le monde. Et dans tous ces rituels, dans toutes les sociétés dites primitives et toutes les sociétés du monde finalement, il y a un moment où il faut savoir mourir
pour renaître. J'ai l'impression, même si le chemin n'a pas de but et que ce n'est pas une course, que vous avez quand même pris un peu d'avance. C'est vrai que j'ai pris beaucoup d'avance. J'ai laissé un petit peu les autres faire. Avec mon frère jumeau, on est né à 7 mois. Et finalement, j'ai vite rattrapé ce retard, on va dire ça comme ça. Et ça m'a aussi permis, oui, forcément, mes parents sauront mieux que moi, mais oui, je ne respirais plus, j'étais dans le coma, je ne revenais plus. Et à un moment donné, un beau jour, quand on me sonnait les cloches en me disant qu'on allait me débrancher, c'était le dernier moment de me réveiller, c'est là que j'ai respiré. Donc oui, j'ai su mourir pour renaître. C'est quelque chose que vous gardez en vous? Vous avez toujours cette idée de passer des cycles, de passer des étapes? Je pense que ces cycles et ces étapes sont très importantes. Pourquoi? Parce que ça nous remet en question. Et le fait de se remettre en question, après quand j'étais bébé, je ne m'en souviens pas, mais c'est toujours ce que je dis, je pense que j'ai un talent, et ce talent-là, je l'ai eu dès la naissance. Voilà, mon talent, c'est d'à chaque fois de me sortir tout ce qu'il faut pour aller au plus haut. Et à chaque fois, j'ai eu des petites étapes, des petites déceptions, des moments où j'ai perdu, voilà, il y a des moments où j'ai pas été sélectionnée. Pourquoi? Parce que c'était de ma propre erreur. Mais les erreurs m'ont permis d'avancer, d'apprendre. En 2016, là, pour moi, oui, la défaite aux Jeux à Rio a été très difficile, mais ça m'a permis encore de rebondir et d'apprendre davantage de moi et ce dont j'ai besoin et qui je vais aller chercher pour atteindre mes objectifs là, 5 ans après, quoi. Justement, je rebondis sur cette question. Et là, je crois que toute la salle est sidérée. Vous arrivez auréolée d'or, radieuse, après avoir été le porte-drapeau de la France. Et vous, en rentrant, vous dites je me remets en question. Il faut toujours se remettre en question. Et pourquoi je me suis remise en question? Parce que pour moi, c'était un processus. Et ces médailles arrivent à la fin d'un processus et d'un cycle. Donc j'attendais la fin de ce cycle pour pouvoir réfléchir. Donc j'ai réfléchi à comment ça s'est passé, pourquoi ça a été si difficile, pourquoi ça a été tant attendu, qu'est-ce qui a fait que j'en arrive là aujourd'hui. Et en plus, derrière ça, j'avais cours, donc je fais des cours à HEC pour être coach de vie. Donc ça m'a encore plus permis d'aller chercher au plus profond de moi ces réponses. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu étudies à HEC? J'étudie tous vos regards, toutes vos énergies. J'étudie comment me faire avancer, vous faire avancer dans des projets qui vous sont personnels ou privés pour atteindre le plus haut niveau. Comment est-ce que tu te projettes pour... Tiens, ferme les yeux. Si je dis elle va s'endormir, elle est fatiguée. 2024, qu'est-ce que ça évoque pour toi et comment est-ce que ça résonne dans ta tête? Alors, quand tu me dis 2024, je suis en train de penser à tout ce qu'on a vécu. Je vois tout le Trocadéro, toutes les personnes, tout le public, parce que ça va se passer à la maison. Toute ma famille, mes amis qui n'ont pas pu venir et que je vois en vrai après la célébration des médailles. Toute notre équipe de France qui a gagné, tous les drapeaux que j'ai pu moi-même lever, et que tous les Français, tout le monde a levé son drapeau. Voilà tout ce que je vois et c'est ça qui m'attire. Donc tu seras là. Je pense que oui, je serai là et que j'espère que vous serez là pour me donner toutes vos énergies. Et avant de céder la parole au public qui va te bombarder de questions, pas public, non, mais vos amis, sur le plan personnel, est-ce que je peux me permettre, est-ce qu'on attend des choses? Alors sur le plan personnel, vous inquiétez pas, je n'ai peur de rien. Donc si vous voulez en savoir plus, j'essaierai de répondre à vos questions. Et je réponds alors à Mathieu sur le plan personnel. Je suis une femme quand même, il faut pas se leurrer. Et j'ai aussi des projets de femme, donc j'espère avoir des enfants. J'espère pouvoir finir mon école de coaching que je passe dans une semaine, la semaine prochaine.
Et cette année, j'aurai eu, donc j'espère, mes 2 médailles d'or, plein de belles choses, mon école de coaching et j'espère avoir aussi un bébé. Voilà. Chers amis, chers passionnés du judo, mesdames et messieurs, nous allons vous céder la parole. À la fin donc, de cet échange, j'inviterai donc Emmanuel Delerme à venir nous faire une petite explication sur ce cercle international des ceintures noires que nous avons essayé de bâtir pour ça, pour vivre des moments comme cela, pour échanger, pour partager et pour réunir les excellences. Donc la parole est à vous, cher public. D'abord, j'aimerais partager mon émotion de retrouver tous nos amis quelques mois après. C'est un bonheur énorme de retrouver tout ce monde qui finalement n'a pas changé. Et quand je vois notre championne, je suis aussi impressionné, ému et très admiratif de ta modestie. Et en t'écoutant, je me dis, formidable tout ce que tu as fait, formidable cette modestie, mais je voulais te poser quand même une question. Dans tout cet extraordinaire apanage de réussite et de victoire, quelle est ta plus grande fierté? Ça, c'est ma première question. Et comme je fais du recrutement, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Qu'est-ce que tu penses que tu peux vraiment améliorer par rapport à tout ce que tu as fait de formidable jusqu'à présent? Merci, ce témoignage est magnifique et je suis profondément touché par cette réunion et par tout cet apanage de personnes de si grande qualité. Alors, merci pour ce que vous avez dit de moi. Ça me touche beaucoup. Et ma plus grande fierté, c'est le regard des 2 personnes qui sont venues là, mon papa et ma maman. Voilà. C'est vrai que c'est pas simple pour eux, que le chemin était compliqué, que j'ai pas... Et je ne suis pas une femme facile. On n'a pas envie de l'être. Non, j'ai un bon caractère, je sais ce que je veux, donc je sais que pour eux ça n'a pas été simple, que je leur ai mené la vie dure, mais aujourd'hui je suis contente et heureuse de leur montrer que j'avais tout de suite eu cette voie en tête et que je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Et comment? Et la deuxième question, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs. Oui, la deuxième question était, après tant de réussite, qu'est-ce que tu penses devoir encore améliorer et quelle serait la prochaine étape de ton accomplissement? À part évidemment le fait d'avoir des enfants, où je suis sûr apporteront une grande satisfaction. Mais sur un plan personnel, sur un plan professionnel et sur un plan sportif, comment vois-tu ta prochaine évolution? Alors je vois ma prochaine évolution comme un nouveau cycle, un nouveau processus où je pourrais être un outil pour vous aider à grandir, pour aider d'autres à grandir dans vos projets. Donc j'aime bien aussi faire part de ce que j'ai fait, de mon ressenti, de mon énergie pour faire éclore d'autres personnes. Donc pas que pour moi-même. Et pour moi-même, pourquoi pas aussi faire ce partage-là avec vous et que vous me poussiez aussi à aller chercher d'autres médailles. Donc, et surtout une à Paris en revenant en pleine forme. Envie d'applaudir. Une autre question de la salle, le micro est par là-bas. Oui. Ouais, moi, je voulais savoir en fait, le geste était hyper spontané à la fin de La finale. Ouais. À la fin de la finale, le geste était hyper spontané, il était beau, il était bouleversant. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi en fait un tel geste vis-à-vis d'une adversaire qui vous avait battu en fait mettre en haut, quoi? C'est une bonne question. Non, pourquoi ce geste? Parce que tout simplement, c'est... oui, on fait du judo, on fait un sport de combat, mais on est avant tout des humains, des êtres humains. On apprend à se... des fois, on se voit plus que notre propre famille, que nos propres amis. Donc, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, Tina. Et quand on était ensemble toutes ces années, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé pour plusieurs choses, que ça soit dans le sport ou dans la vie. Et on est devenus amis au fur et à mesure du temps. Et forcément,
Moi, je dis toujours que oui, je suis quelqu'un qui aime pas perdre. Je pense que personne n'aime me perdre, mais je ne suis pas, c'est pas rancunière, mais je sais que je vais travailler pour arriver aussi à mes fins, ce qui est normal. Mais je n'ai pas cette rancœur de la personne, de l'athlète peut-être, d'accord, mais pas de la personne. Et ce qui a fait ce geste-là, c'est que en phase finale, il n'y a plus beaucoup de personnes dans la salle d'échauffement. Donc on s'est regardé du coin de l'œil avec une attention, on ne savait pas trop quoi faire. Et en fait, je suis allée la serrer dans mes bras et je lui ai dit que la meilleure gagne. Parce que pour moi, c'était aussi impressionnant de l'avoir arrivée après 5 ans où ça a été très très dur, où il y a des podiums qu'elle n'a pas pu faire. Et je lui avais même envoyé un message en lui disant tu as un standing, tu ne peux pas perdre contre n'importe qui. Parce que... non, mais... c'est vrai. Vous avez battu en 96, vous avez battu en 96, 2016. En 2016. Oui, elle m'a battu en finale en 2016 à Rio. C'est important de... Oui, c'est très important de repréciser. Donc en 2016, elle m'a battu plusieurs fois. Elle m'a battu à des championnats du monde juste avant. Elle m'a battu à Rio et elle m'a rebattu à un tournoi de Paris où là, je me suis dit, par contre, là... ça fait trop. Voilà. Ça fait trop, je veux bien un titre mondial. Je pense qu'elle a dû prendre aussi un titre européen et un titre olympique. C'est assez. Et quand j'ai vu qu'on arrivait en finale toutes les deux, alors qu'elle n'était pas forcément prédestinée à être en finale, c'était plus la japonaise. Là, je me suis dit, en fait, j'ai eu un rictus et je me suis dit, c'est une évidence. C'est une évidence où il fallait qu'il y ait cette revanche, ce comeback après toutes ces années-là. C'est ta première victoire sur elle alors? Ah, d'accord. Heureusement. Non, c'est pas ma première, mais ça a été un long combat entre elle et moi, où on s'est volé plusieurs finales. Ça n'a pas été la première, mais pour moi, je mettais un point d'honneur quand même à gagner contre elle en finale aux Jeux Olympiques. Elle a gagné une fois, ça suffisait. Hein. On pouvait inverser les rôles. Elle pouvait avoir la médaille d'argent à ce moment-là. Donc je voulais inverser les rôles, mais non, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça qu'on s'est souhaité bon courage, que la meilleure gagne. Moi, je savais que j'allais être la meilleure à ce moment-là, je l'avoue. Mais et puis après avoir eu un combat acharné et des années acharnées aussi, il fallait qu'on se prenne dans les bras. Et d'ailleurs, elle va venir à la maison avant le tournoi de Paris. On va se voir. Clarisse, on est très fiers que tu sois présente. Mais j'aurais aimé, alors je ne peux pas te tutoyer, même si tu es une grande championne olympique, parce que je suis milieu comme tous les partenaires d'ici. J'aurais aimé savoir quelle a été ta motivation ou tes motivations pour accepter cette conférence, dont on est très fiers de ta présence. Tu comprends que ça nous porte vraiment sur un avenir différent et complémentaire, et j'aurais aimé savoir quelle était ta motivation à participer à cette conférence. Alors elle est très simple, Mathieu Toulza. Applaudissez-le. Non, c'est une personne qui m'a suivie depuis pas mal d'années, Mathieu. Il faut se dire que ça n'a pas été facile, mais d'arrache-pied, il prend à chaque fois la peine de m'accompagner depuis toutes ces années. On a fait un petit pari avant les Jeux où je lui ai dit est-ce qu'il allait continuer de m'accompagner. Et voilà, et là j'ai la réponse. Je peux le faire d'une façon un peu plus développée. C'est évident que c'est un honneur pour un dirigeant, j'ose dire un ami, j'ose dire quelqu'un qui t'apprécie infiniment. C'est pour un ancien athlète de haut niveau, avoir la chance de pouvoir vivre des moments pareils sans rancœur. C'est merveilleux. Donc moi-même, j'aurais jamais pensé pouvoir autant déguster la victoire d'autrui. Et c'est merveilleux de se dire que on a caressé un rêve, c'est plus le nôtre, c'est celui d'un autre, et ça fait autant plaisir. Voilà, donc merci pour tout ça. Oui, c'est vraiment un honneur de pouvoir vous parler. Et quel est le secret d'une grande championne comme vous pour gérer ses émotions, son émotivité? J'aimerais bien savoir. Un cœur de pierre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment vous faites pour gérer les émotions? Je pense que de les gérer, c'est de ne pas les gérer. Donc déjà, je ne les gère pas.
S'il faut que je crie, je crie. S'il faut que je pleure, je pleure. S'il faut que je me mette en colère, je me mets en colère. Et en fait, tout simplement, de les extérioriser, de se lâcher prise, fait que je m'autorise aussi et, à dire les choses. Donc, j'ai plus appris à gérer mes émotions. Donc, quand elles sont là, je suis quelqu'un, mes parents le savent, hein, où je vais tout dire. Voilà, faut le prendre, c'est comme ça. Je ne vais pas cacher, mais j'ai appris à les gérer, à ne pas le dire d'une façon brutale, de le dire d'une façon réfléchie. Donc je vais un peu réfléchir et de dire les choses. Donc si elles ne me plaisent pas, je vais dire ça ne me plaît pas, ça m'a surprise, ça m'a fait mal, ça m'a fait du tort. Je sais que je vais te dire quelque chose qui va te faire du tort, mais j'aimerais qu'on en discute, donc je lâche prise. Donc le fait de vous mettre à pleurer à un certain moment vous permet aussi de rester concentré. Ça me permet d'évacuer, pour ne pas tout garder et de pouvoir passer ou à autre chose, ou permet de ne pas tout garder et d'exploser à un moment donné. D'accord, ok, je comprends. Merci. Clarisse, alors, bravo, hein, parce que moi j'ai suivi les compétitions à la télévision, c'était pas terrible, ça ne marchait pas toujours, mais bref. Et bien sûr, je suis en admiration, parce qu'un vrai athlète olympique, c'est un travail en amont qui doit être impressionnant. Mais surtout, ce qui m'impressionne, c'est comment vous avez pu vous remotiver avec un titre olympique par équipe, parce que voilà, c'était 2 jours, je crois, il y a eu entre les deux, et 3. Bon, voilà, comment on peut retrouver la motivation, l'envie d'aller gagner, bien sûr, être championnat olympique par équipe au Japon, qui plus est, c'est le nec plus ultra, mais voilà, comment on peut se remotiver. Et par-dessus cette question, c'est très important. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, elle bat la championne olympique de la catégorie supérieure. Donc ça, c'est... Voilà, on n'en a pas parlé, et c'est vrai qu'il y a eu tellement de victoires que c'est passé de façon banale. C'est tout sauf banal, c'est monstrueux. Ce qu'elle a fait là, c'est même encore plus important que son premier titre. Excuse-moi, hein, Dominique, mais moi, je veux dire, c'est énorme, ce qu'elle a fait là, énorme. Donc voilà, si tu peux développer un peu là-dessus, s'il te plaît. Alors déjà, il n'y aura plus de problème de télé en 2024, ça c'est bien. Ça sera beaucoup plus facile. Et c'est vrai que ça a été dur quand même de se remobiliser, parce que j'avais quand même tout donné pour ma compétition en individuel, je vous l'avoue. J'ai tout donné, mon énergie, mon corps, mon âme, mon esprit. J'ai vraiment j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir gagner cette médaille-là. Même si voilà, on a gagné en équipe, si j'avais pas eu ma médaille en individuel, j'aurais fait du boudin. Pire que du boudin. Donc je suis très très fière. Et après, c'est vrai que j'avais un peu, on va dire, c'était une flemme. J'avais tellement donné de mon énergie que j'avais la flemme avant les équipes, et je me suis dit mais comment je vais faire pour y arriver. Et forcément, quand c'est pas sa catégorie de poids, ça donne encore plus de flemme. Donc je vous avoue que je me suis dit comment je vais faire. Je me suis posé pas mal de questions, et comme j'ai fait tout au long de cette année, pour me remobiliser, je suis allée chercher d'autres personnes, d'autres activités, d'autres sports. Et là je me suis dit mais Clarisse, t'as fait beaucoup plus dur. Il te reste une journée et après t'es en vacances. Donc on essaye de se mobiliser comme on peut. Je me dis il te reste une journée. Et après je me suis dit quand même, il y a d'autres questions, hein. 70 kilos, je suis pas prête. Et puis 72 parce que c'est 2 kilos de tolérance. Et je me suis dit bon, comment je vais faire moi. Tu pesais combien ce jour-là? J'étais à 65,8. Mon Dieu. À peser. Donc je me suis dit, en plus j'arrive pas à prendre plus de poids que ça, mais tellement je me suis restreint pour être bien et pour être en forme le jour de la compétition, je me dis bon, 65,8, peser, les filles elles seront à 72, mais le lendemain 73, 74. Réfléchis, je me suis dit Clarisse, ne te pose pas tant de questions que ça. Quand tu es à l'entraînement, tu combats avec comment, avec qui et avec quoi? Avec des garçons qui sont plus forts, plus physiques, plus rapides, avec des filles qui sont aussi, donc 63, on est les plus légères, donc c'est 70 ou 78. Et des fois, j'aime bien faire avec les lourdes. Je lui ai dit, tu n'as pas d'excuses. J'ai dit, arrête de te trouver des excuses, tu vas te réveiller et sortir de ta flemme, d'accord? Et tu vas aller au combat, surtout que tu n'es pas seule et tu as gagné ta médaille. Donc là, c'est qu'un jeu. Amuse-toi, fais pour toi un entraînement. C'est ça, le dernier entraînement avant je ne sais quand. Donc amuse-toi. Et en fait, je me suis amusée et ça a été un moment incroyable. Est-ce qu'on peut revenir sur la victoire par équipe? Parce que
votre victoire individuelle, elle est magnifique, mais la victoire par équipe, enfin, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, surtout que l'équipe n'était pas favorite. En face, hein, de mémoire, dans l'équipe japonaise, il y avait, je crois, 4. Ça, il y était 4 champions olympiques. Bon, comment l'équipe, parce que le judo sport individuel, mais aussi dimension collective, qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe pour aller battre une équipe japonaise qui, sur le papier, était quand même imbattable et qui était à domicile? Moi, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu ce qui s'est passé, ce que vous vous êtes dit pour une victoire, encore une fois, magnifique, historique. Merci. Alors oui, c'est vrai que ça a été... honnêtement, on ne pensait pas gagner contre le Japon. Ça fait 5 ans au championnat du monde qu'ils nous mettent une rouste en finale. Donc c'était impossible qu'on arrive à les battre. Maintenant, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne s'est pas posé de questions. Au premier tour, on a bien vu, on ne s'est tellement pas posé de questions qu'on a fait perdre au premier tour. Donc contre l'Israël. Ça a été chaud et ça m'a bien fait transpirer. Autant vous dire qu'après ça, j'étais déterminée. Après ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se réveille. Ça nous a fait du bien, même, je dirais. Et après, de se mobiliser contre le Japon, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on on a pris tellement plaisir à être ensemble. On a mis de la musique à fond. Et les Japonais, de la musique chez eux, ils étaient désorientés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire à danser, à chanter tous ensemble? Ils ont demandé même à l'organisation de nous faire un peu baisser la musique ou éteindre. On a mis plus fort. Je l'avoue. On a mis plus fort. Excuse-nous Inoue, désolé, mais il fallait qu'on trouve un moyen de vous perturber. Et ça a fonctionné. Non, mais on les a perturbés et puis surtout on s'est amusé. On s'est amusé, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice, tout le monde a mis sa pépite, son énergie, tout le monde a dansé, a chanté, a rigolé. Et en fait, je pense que les Japonais ne savaient pas du tout ce qui se passait. Et bizarrement, eux qui sont toujours droits et un peu prétentieux, mais finalement c'était nous qui étions dansants, chantants et prétentieux. Et je pense qu'à ce moment-là... Et après, il y a eu le tirage au sort. Tirage au sort qui commence, Clarisse. J'ai dit non, c'est pas possible. Mais pourquoi ils me font ça? Et finalement, je pense que pour toute l'équipe, ça a été très bien que ça se passe comme ça, que je commence. Parce que je savais pas que j'allais battre comme ça la japonaise. Pour moi, c'était pas possible. Je pensais pouvoir gagner, mais d'une façon... Tu avais déjà combattu contre elle? Une fois, peut-être un stage, mais vraiment une fois où ça a été très difficile. Et ça doit faire peut-être 3 ans, surtout qu'il y a eu l'année Covid, donc 3 ans auparavant. Mais une fois, je l'ai prise. Et je me suis dit, ça va être compliqué. Je pense que je vais trembler. Mais finalement, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, écoute, tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Donc vas-y, tu verras bien ce qui va se passer. Et à ce moment-là, j'ai commencé à sentir chez elle de la peur. Et moi, je me nourris de la peur des gens. J'avoue que c'est mon petit... je me nourris. Quand je sens une petite faiblesse, une petite peur, mais ça me nourrit, mais à un point. Et je me suis dit, ah là, tu sais pas ce que tu viens de lâcher comme information. Ça va pas bien se passer pour toi. Et elle a eu de plus en plus peur. Et je me suis dit, mais Clarisse, tu peux gagner. Tu peux gagner. Et en fait, ça m'a renforcée. Et là, je me suis sentie héroïne, bouclier... Wonder Woman, tous les héroïnes qui me sont passées par la tête. Et à ce moment-là, c'était impossible pour elle de passer, de gagner. Et je pense que d'avoir montré ça à l'équipe de France, à mes coéquipiers, ça a fait que nous monter dans notre estime. C'est vraiment mental, hein. C'est vraiment mental. Finalement, je me retrouve à faire le passeur de micro. Je pense qu'ils vont prendre leur revanche. Voilà, ça va être chaud. On les attend. Oui, Clarisse, merci beaucoup pour... je voulais te dire tout le privilège que l'on a de recevoir une partie de ton énergie ce soir. C'est un moment très, très privilégié. Je voulais savoir comment tu envisages de mettre à disposition des autres tes connaissances exceptionnelles du judo. Tu n'en feras peut-être pas ton métier, si on peut dire, de professeur de judo, mais comment vas-tu partager toute l'expertise que tu as pu accumuler? Et je profite d'avoir le micro pour rendre hommage à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est disparu hier en réalité, qui était mon prof de judo,
mon prof de judo avec qui j'ai commencé en Bretagne une dizaine d'années avec mon frère. Et cet homme qui s'appelait Félicien Bizouarne est décédé hier à 85 ans. Et c'était pour moi un personnage qui était aussi constructeur, si je puis dire, je ne vais pas dire totalement que mes parents, mais qui était un point de référence extraordinaire. Et je voulais ce soir lui rendre hommage, et même si vous voulez bien l'applaudir, parce que c'était quelqu'un... Je veux associer à son nom et à sa mémoire, en réalité, toute l'admiration que j'ai aussi pour ces profs de judo qui ne sont pas forcément tous très connus et qui irriguent tout le territoire et qui ont un rôle juste fondamental dans la construction de ces enfants et de ces adolescents qu'on a été. Donc bravo à eux et bravo à lui. Oui, c'est vrai la question. Alors, pour répondre, ce que j'aimerais, déjà, c'est tout l'apprentissage, la sagesse que j'ai appris depuis toutes ces années. Et ce que j'aimerais en faire et comment je veux le faire partager à toutes ces personnes, c'est déjà tout en, comme je l'ai écrit dans mon mémoire, en écoutant. En fait, écoute, parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'être écoutées, d'être entendues. Et tout simplement, si... mes oreilles sont disponibles à vous écouter, à prendre le temps d'être là, de vous répondre, de partager. C'est d'une façon comme ça aussi où je voudrais partager. Et tout ce que j'ai appris à HEC dans mon école de coaching, pour pouvoir écouter, vous apprendre peut-être à respirer, à visualiser, à vous mettre dans une... de vous mettre dans une autre posture pour que vous voyez en dehors et que vous apprenez davantage de vous, des autres. Voilà comment j'aimerais apprendre autrement que dans le judo, mais ça fait partie de moi, le judo fait partie de moi, même si c'est pas en faisant des techniques ou en ayant un apprentissage physique, mais psychologique pour après vous emmener physiquement à quelque chose dont vous aurez envie d'être ou devenir. Pour compléter ta réponse, est-ce que ça pourrait être des conférences dans des entreprises ? Ça pourrait être des conférences que j'ai commencées déjà d'ailleurs à mon retour des Jeux, et ça pourrait être aussi tout simplement du coaching de vie que je fais et que dont je vais faire mon métier. Je crois que Stéphane Traîneau. Bonsoir Clarisse. Bonsoir. Écoute, j'aimerais que tu reviennes un petit peu parce que tu l'as dit tout à l'heure. Jusqu'à Rio, tu t'es entraîné d'une certaine façon. Et puis je sais, bien sûr, mais j'aimerais bien que ce soit toi qui nous l'explique, que tu as changé beaucoup de choses entre Rio et Tokyo, même si ça a été une année de plus. Justement, tu nous expliques un petit peu ce processus, notamment cette autonomie que tu es allé chercher, que tu as prise, cette façon d'aborder l'entraînement totalement différente. C'est une discussion qu'on a eu souvent d'ailleurs. Les différentes disciplines que tu allais pratiquer, qui t'ont apporté certainement plein de choses. Voilà, j'aimerais que tu nous parles de ça, et à la fin pour nous dire finalement ce que ça t'a apporté en plus pour aller gagner le titre. Je précise quand même pour ceux qui ne le savent pas que Stéphane Traîneau était champion du monde. Donc je peux applaudir. Et patron des équipes de France. Merci Stéphane pour cette question qui me tient à cœur. Donc oui, ça a été quand même 5 ans très difficiles, où on va dire au moins une année, la dernière année difficile, où j'ai été pas mal, vraiment très très bas. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas soit réagi ou soit compris. Donc quand je dis des personnes, c'est plus proche de la Fédération française de judo, avec l'équipe qu'il y a maintenant, qui n'ont pas vraiment compris ma détresse. Après, tout le monde ne peut pas la comprendre. C'est vrai qu'on ne s'y attend pas. Quand on a vu Clarisse, toujours, c'est vrai qu'on voit toujours souriante, toujours à fond dans les entraînements, ou jamais à rechigner forcément. Mais on ne comprend pas que du jour au lendemain, il y a quelque chose qui peut être un peu plus difficile qu'une autre. Donc je ne les blâme pas aujourd'hui, mais c'est pour ça que je me suis concentrée, je me suis recueillie, j'ai pris le temps de vraiment, comme un peu, on va dire, le papillon en vent des fleurs, je me suis un petit peu renfermée pour aller chercher des personnes dont j'avais besoin. Donc cette année qui a été très difficile, où je me suis dit mais comment je vais m'en sortir, et comment c'était vraiment déjà de sortir de cette routine.
Donc je suis un peu sortie de la routine qu'impose un peu la Fédé, à faire des choses que je fais depuis 10 ans. Et je me suis dit là, c'est pas possible, j'étouffe, j'y arrive pas, c'est pas contre eux, c'est pas contre l'équipe, parce que nous, l'équipe, voilà, on est soudés, les filles, on est soudées, c'est pas contre eux, mais là, je ne peux pas, sinon je vais pas pouvoir me relever. Donc je suis allée chercher donc d'autres personnes. Donc j'ai fait pas mal de yoga, qui m'a beaucoup aidée à respirer, à me reconcentrer, à me redonner de l'énergie, celle que j'avais perdue. Ou celle que je ne trouvais plus. J'ai fait de la mobilité parce que j'avais une hanche qui me faisait du tort, où j'avais très mal, donc j'ai de l'arthrose à la hanche, où j'ai fait de la mobilité qui m'a permis de bien mobiliser le corps, et en faisant 10 ans de judo, d'entraînement, de sport, ben forcément le corps empathie. Et c'était pour moi le moment de me dire, Clarisse, si tu veux que ta carrière continue assez longuement, parce qu'elle est bien, elle est dans un bon processus, essaye d'écouter ton corps, essaye d'aller chercher des choses dont tu auras besoin. Et là, je n'ai plus mal à la hanche, à force de faire de la mobilité fréquemment. Donc ça m'a bien aidée. Donc yoga, mobilité. J'ai aussi fait un peu de boxe, ce qui m'a fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'au judo, déjà, on tracte beaucoup. Et la boxe, on allonge. Donc ça m'a permis d'être plus rapide, plus vive, allonger un petit peu, pas faire toujours les mêmes techniques ou les mêmes approches. Donc ça m'a permis à mon corps de pouvoir travailler déjà les enchaînements, donc mémoriser davantage, faire travailler aussi mon cerveau, faire travailler la rapidité, les sens, le relâchement, l'agilité. Donc ça m'a ouvert d'autres possibilités, ce que j'ai beaucoup aimé. Et bien sûr, au niveau psychologique, oui, j'aurais pu aller chez le psy ou aller en préparation mentale. Mais ce qui m'a aidée, c'est vraiment de faire ma formation de coaching. Donc personne ne voulait, mais j'ai mis un point d'honneur à la faire cette année, parce que j'avais repoussé l'année d'avant, l'année des Jeux Olympiques 2020. Et là, j'ai dit que je ne voulais pas repousser une deuxième année, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne savait pas si j'allais avoir les Jeux Olympiques, je ne savais pas si j'allais me blesser et que j'allais finir sans avoir plus rien, ni de judo, ni de vie. Donc je ne voulais pas aller aussi loin. Donc la formation de coaching m'a appris beaucoup psychologiquement. Et dans cette formation, il faut aussi être suivi par un psy, être supervisé. Donc ça a été un bon processus, un long processus et un merveilleux chemin. Merci, merci. On va peut-être prendre une dernière question de la salle, et moi j'aurai une question, et ensuite Abdou a souhaité prendre la parole. Est-ce qu'il y a une dernière question de la salle ? Ah, Jean-Luc Rouch. Bon, c'est pas une question, Clarisse. Bon, d'abord, je veux te féliciter. Merci. Et dire, tout à l'heure, on dit on ne naît pas homme, mais on le devient avec un grand H. Et par contre, on est champion, c'est ce que tu as dit, et on est champion. Et on n'est pas avant tout champion dans son corps, c'est pas forcément le corps, c'est surtout la tête. Et tu l'as prouvé pendant toute ta carrière. Donc c'est avec le cerveau qu'on fait marcher l'outil qui est le corps. Les samouraïs disaient le corps est un outil au service de l'esprit. Et donc on le méprise dans la douleur quand il a des douleurs, et on le réconforte donc pour le préparer au combat. Et c'est avant tout un outil. Et c'est ce que tu as fait. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais changé ta méthode. Moi, je crois que tu t'es mis un peu au-dessus de toi-même, tu vois. Il y a toi, puis il y a quelqu'un qui regarde qui se regarde combattre, et c'est ça la grosse différence que tu as maintenant. C'est-à-dire que tu arrives à analyser ce que tu fais, et avoir une intelligence, parce que quand on est crevé, très souvent les compétiteurs, ils oublient tout, et puis ils font n'importe quoi, ils n'arrivent pas à se remettre en question, ça marche pas, mais ils continuent pareil. Et toi, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose, quand tu as rencontré en particulier la japonaise qui était championne olympique, et tu as complètement changé ton judo, et tu l'as massacrée. C'est-à-dire, c'était une fille, tu l'as massacrée, la pauvre fille. La pauvre fille, j'aurais vraiment pas dans sa tête. Et si tu veux, c'est ce recul, cette inertie que tu as par rapport. Tout à l'heure, tu disais, bon, t'es pas insensible, t'as un cœur de pierre, c'est faux, bien sûr. T'es insensible, mais c'est pas ça, c'est que tu arrives à avoir une inertie par rapport au judo. Au judo, on essaye de toujours te faire réagir l'autre. Réagir pour faire. Toi, tu réagis pas. Tu réagis pas, tu réfléchis, après tu fais. Et ça, c'est une différence énorme, énorme. Donc félicitations, moi tu m'as fait un grand plaisir, énorme. Et je pense en plus, ton premier combat que tu fais donc, contre la japonaise, bon, ça donne le ton, quoi. Voilà. Et il fallait ouvrir la porte, t'as ouvert la porte. Merci beaucoup.
Une question me taraude, et tu la connais, je t'ai déjà interrogé sur ce point. L'analogie entre les championnes de l'équipe de France féminine et les masculins. J'aimerais savoir, dans ta catégorie de poids, comment se passe le combat entre un combattant masculin de même poids. Alors... Je parle équipe de France. Bon, faut dire que équipe de France, c'est quand même... je vais pas me mettre au-dessus des hommes ou au-dessus de... Mais tu t'entraînes avec eux? Je m'entraînais avec eux. C'est vrai que cette année de Covid nous a pas permis de nous entraîner ensemble. Il fallait faire attention à ne pas attraper le Covid ou à pas le... Mais quand tu combats avec des moins de 60 kilos, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand je combats avec des moins de 60 kilos, je ne dirais pas d'équipe de France. Donc, parce qu'on en a un en moins de 60 kilos qui a fait 3e, qui a eu sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Donc, c'est quelqu'un qui a été vraiment d'arrache-pied, qui a tout donné pour aller chercher sa sélection déjà, avant sa médaille. Donc, je ne dirais pas que j'irai de main morte avec lui. Hein, mais c'est vrai que dans les plus jeunes, les moins de 60 kilos, qu'ils soient en pôle ou junior ou jeune senior, j'arrive à bien combattre contre eux. Je ne dirais pas que je les fais tomber à tout va. J'arrive à tenir un petit peu le combat. Maintenant, il faut peut-être venir voir un jour à l'entraînement pour faire votre propre vision des choses. Mais moi, j'aime beaucoup cet affrontement. En fait, je ne prétends pas battre quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, mais je veux juste apprendre davantage. Si je tombe 1000 fois, c'est pas grave, mais je veux pouvoir apprendre de cet échange, que ce soit contre un garçon ou une fille. Et j'apprends beaucoup avec les hommes parce qu'ils ont une agilité différente, ils ont une façon de voir différente, ils ont une force qui est différente. Et c'est ça que j'aime. C'est pas le fait de les battre ou pas les battre, c'est vraiment que j'apprends plus, que mon cerveau est obligé d'aller chercher beaucoup plus de capacités physiques. Et c'est ça que j'aime en fait dans ce duel-là. Alors, merci pour ta réponse. Juste pour les gens qui pratiquent un peu moins ou qui connaissent pas, comprendre qu'à notre époque, pas jouer les anciens combattants, mais un 60 kg homme, il n'avait aucune chance de tomber avec une fille, quel que soit le poids quasiment. Quel que soit le poids, mais pas du tout. Je parle de niveau junior, hein, impossible. Donc là, c'est juste impressionnant ce que j'entends. Voilà. Je passe la parole à Abdou Gnaba avant d'accueillir Emmanuel Delorme. C'est pour vous faire un cadeau à vous et à vos parents. Et donc, je suis, comme tout le monde, très, très surpris, admiratif, j'en perds mes mots, par votre humilité. Et vous avez parlé aussi, vous avez failli perdre votre corps, votre âme, votre esprit. Et puis on parlait de ça justement parce qu'on rappelait que le judo, c'est d'abord une voie, c'est une philosophie en acte. Et pour moi, vous étiez porte-drapeau et vous êtes porte-flambeau, ça se sent ici dans l'énergie qui est transmise. Et votre corpus, ce serait ce corps si puissant, donc qui est le flambeau que je tiens dans la main. Vous avez ce feu, cette énergie que l'on ressent tous ici, cette rage positive, justement, d'aller toujours de l'avant, et vous avez cette lumière qui nous éclaire et nous réchauffe en même temps. Et comme vous parliez d'héroïne, de bouclier et de sabre, je voudrais terminer en vous comparant à Ulysse, que vous êtes un peu. Ulysse va errer pendant 20 ans. 10 ans pour la guerre de Troie et 10 ans pour retourner chez lui. Et il va connaître énormément d'épreuves pour retourner chez lui. Mais jamais il cherchera à ne faire que gagner contre. Il voudra passer, gagner pour. Pourquoi ? Alors que même la déesse Nausicaa lui a proposé la vie éternelle, vous imaginez la vie éternelle, il a préféré une vie terrestre et finie. Pour l'amour de Télémaque, son fils, et de Pénélope, sa femme. Quand il rentrait chez lui après avoir passé toutes ces épreuves, il était devenu clairvoyant. Il savait qui étaient ses amis, qui ne l'étaient pas, et il savait qui il était. Il a fait ce chemin, puisque votre livre s'appelle « Un combat pour être soi », il a fait ce chemin en partant de chez lui, pour revenir à chez lui, savoir qui il était. Et je voudrais vous rappeler que Ulysse en grec se dit Odysseus. Le chemin, c'est celui que l'on devient, c'est celui que l'on est. Et je vous souhaite à vous, comme à vos enfants, en remerciant vos parents, que le Clarisse soit un chemin toujours aussi lumineux. Et merci. Merci beaucoup.
Non, 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 je ne conclus pas après ça. Non, non. Réunion des excellences, je crois que ça atteint toute la dimension qu'on lui souhaitait. Je vous demande d'accueillir Amnel Delorme, donc membre fondateur du Cercle international des ceintures noires. Merci Mathieu. Merci Clarisse. Merci pour un témoignage qui est aussi rare que fort. Dans la salle, on doit être quelques-uns à comprendre ce qu'il y a eu comme effort et comme sacrifice avant ça, et avant ces quelques instants de plaisir qui ont été partagés et tous ces efforts pendant toutes ces années. Merci Abdou pour l'avoir facilité avec toujours autant de... Je me souviens très bien de la conférence qui avait été faite il y a quelques années. C'est toujours aussi pertinent, passionnant de t'écouter. Merci Mathieu, moi je fais les Césars. Merci Mathieu pour l'avoir organisé. Merci Frédéric pour ton soutien et pour avoir facilité l'organisation de la soirée. Je ne vais pas faire trop long, je pense que le mot que j'ai entendu du début à la fin, c'est celui de plaisir, puisque Dominique avait commencé par ça, et que c'est un mot que j'ai entendu rebondir plusieurs fois. Je pense qu'on est aussi là par plaisir. Si on a fait ce sport, c'était aussi par plaisir. Si on continue à en faire un peu, c'est aussi par plaisir, même si on fait des infidélités avec du rugby ou autre. Je pense qu'on a à cœur, depuis longtemps maintenant, d'organiser ce genre de moments, ce genre d'échanges, pour le plaisir qu'on y prend, pour le plaisir que j'espère vous avez eu à vous retrouver après toutes ces circonstances durant les 2 années qu'on vient de passer. On a à cœur de continuer à organiser ce genre d'échange dans un esprit qui, ce sera le seul mot japonais de mon côté, un esprit mushotoku, comme disent les Japonais, c'est-à-dire sans but ni esprit de profit. C'est vraiment, je fais écho à ce que tu disais sur le bouddhisme tout à l'heure, Mathieu. On continuera, en tout cas on fera tout pour. Et puis la petite chose que les judokas ont en commun, en tout cas, sauf peut-être ceux qui ont la chance d'être dans les très lourds, c'est que les judokas, ils savent ce que c'est que le régime, la faim et la soif. Donc je pense qu'on a continué à discuter de tout ça autour du buffet pour essayer de pas finir trop tard. Je vais consacrer cette toute petite conclusion à des remerciements. Tout cela a été possible parce que j'ai, pour m'entretenir avec Clarisse, une interlocutrice extraordinaire qui est Nadia, qui aime pas qu'on parle d'elle, donc elle fait la tête là. Mais Nadia, je peux pas passer à côté de ça. Merci infiniment Nadia pour tout ce travail de l'ombre que tu fais. Merci, 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 merci. Merci à toi Frédéric Duponchel, donc pour nous avoir permis de vivre ce moment, ce très beau moment. Oui, on a envie d'en vivre d'autres, des moments comme ça, très honnêtement. Et puis, merci à vous tous. Et évidemment, merci à Abdou Gnaba. Vous avez entendu donc la qualité de... Mais tu m'as pas laissé te couper, alors je t'ai laissé continuer. Et ouais, la qualité donc de ces analyses, ces expertises. Et merci à Clarisse Agdenenou que je vous demande encore une fois de saluer avec pour accompagner ces médailles un bouquet de fleurs de la part du Cercle international des ceintures noires. Merci, merci. Alors, il te reste une main pour parler. Tiens. À moi ? Ouais. Voilà. Je suis... Waouh. Merci beaucoup, ça a été très gentil. Merci pour votre générosité, pour vos sourires, pour votre écoute. Et merci à Mathieu et à Abdou pour avoir fait ces beaux chemins de visualisation pour moi. J'irai bien réfléchir sur ce que vous avez dit aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Mangez bien, c'est important.
Frédéric. Merci à tous, un grand merci Clarisse. Moi, je suis extrêmement honoré, ainsi que ma société, de t'avoir reçu ce soir. Et puis, j'avais vu une championne extraordinaire, et puis là, j'ai découvert une femme extraordinaire. Il y a plein d'adjectifs, voilà, c'est pour te qualifier, et tu es formidable. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vous propose un cocktail, juste devant, l'occasion de discuter tous tranquillement. Et puis on a également avec nous nos amis d'Esprit du Judo, Emmanuel Charlot et Olivier Rémy, qui sont là et qui nous font la gentillesse d'apporter un certain nombre d'exemplaires de leur super magazine que vous pourrez prendre et lire avec beaucoup d'intérêt, j'espère. Merci à tous, merci. À bientôt.